Et bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information à la une de l'actualité. L'insécurité à Libreville n'épargne aucun quartier. Au de Guégué, cette pratique s'invite déjà dans le quartier, suscitant une certaine psychose chez les habitants. Depuis l'annulation de l'élection du bâtonnier, plusieurs voix s'élèvent sur la vacance au sein du barreau gabonais. À la question de savoir s'il y a vacances ou pas, Maître Kevin Dingou était face à la presse. Vous le verrez dans ce journal. Et enfin, la compétition WDSF Ranking Continental Championship Afrique se tient à Rabat au Maroc. Organisée sous l'égide de la World Dance Sport Fédération, oppose des danseurs et danseuses venus de toute l'Afrique. On commence tout de suite ce journal avec la matérialisation du projet Piepal au quartier London, un véritable ouf de soulagement pour les populations de ce quartier. Regardons ces images commentées par Lorraine Biyengue. Le projet Piepal, dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des infrastructures, d'alimenter en eau potable dans le Grand Libreville, prend véritablement forme. C'est le cas du quartier London, situé dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, où les travaux se sont achevés, au grand bonheur. Ça causait des embouteillages, jusqu'à parfois même des accidents en fait. Ouais, il y a déjà eu un cas d'accident par ici. Dieu merci qu'aujourd'hui, bon, ça va quoi, ça va. Ils ont arrangé la route et on espère maintenant que ça ira. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour y mettre les choses dans l'ordre. Bon, nous faisons la réflexion des tranchées après ouverture puisque nous avons détruit les routes pour faire la pose de la nouvelle conduite. Maintenant, nous sommes au processus de la réflexion, donc nous refermons les tranchées ouvertes. Donc là, nous remettons le bitume afin de refermer les voies parce que les populations se sont beaucoup plaintes que depuis là nous cassons et nous ne refermons pas. Donc nous sommes dans la phase de la réflexion des voies. Après 2 ans de travaux, le projet Piepal connaît une nette évolution. Ce projet va s'étendre sur 4 ans. La vente des cubiténaires et autres récipients, une activité génératrice de revenus très dense. Arrêtons-nous au quartier PK5, plusieurs commerçants exposent un commerce qui permet de subvenir à aux différents besoins au quotidien. On regarde ça tout de suite en image avec Jessica Anchois. Ils sont nombreux à Libreville et ses environs qui ont choisi le commerce comme activité génératrice de revenus. Au PK5, carrefour très attractif, plusieurs récipients sont exposés chaque jour. Pour ces commerçants, il n'y a pas de sot-métier, mais des sauts de gens. Sous un soleil ardent, rien n'entrave leur volonté à se faire un chiffre d'affaires, et ce, malgré les difficultés rencontrées. Ça ne marche pas. Même les enfants, pour aller à l'école aussi, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est compliqué, maman. C'est compliqué. Même pour payer la maison, c'est dur. La vente des cubiténaires et autres récipients permet de se prendre en main afin de lutter contre l'oisiveté et le chômage. Parce qu'on ne connaît pas le jour qu'on peut vendre. C'est pour ça que tu vois qu'on vient au marché. Pas bon de rester à la maison. On a les enfants. On a les enfants au félin aussi. Quand on garde, tu vois, c'est pas pour nos enfants seulement. On a plein des enfants. Face à cette réalité, certains commerçants se posent la question de savoir où seraient passées les finances. Toutefois, la patience reste une motivation indescriptible. La question de l'insécurité ne se limite plus dans les quartiers populaires. Le phénomène tend à prendre du terrain dans les zones résidentielles. Une situation qui ne rassure pas. Un reportage d'Alexandre Mbaundo. Traditionnellement, les quartiers tels que Kingele, derrière la prison Ourio, sont taxés de dangereux, le phénomène d'insécurité s'installe progressivement dans ces zones dites résidentielles. Ici, au Haut-de-Guégué, dans le 1er arrondissement de Libreville, l'heure n'est plus à la quiétude. Effectivement, depuis quasiment 2-3 ans, voire 5 ans, on est également victime de certains phénomènes, comme les braquages par exemple. Vous voyez plus bas, parce qu'il y a
plus bas donne sur le quartier, les 3 quartiers. Voilà, donc il y a des badauds qui reviennent de là-bas et qui braquent dans la cité. Donc moi je peux dire qu'aujourd'hui, le braquage ou les comportements inciviques ne sont plus que le propre des quartiers sous-intégrés. Si l'insécurité n'arrive pas à atteindre son paroxysme dans cette zone du Grand Libreville, c'est grâce à la sécurité dont bénéficie une certaine catégorie de ses habitants. Bon, ici c'est un quartier pas comme les autres. C'est un quartier d'où il y a beaucoup de personnalités. Donc ce qui fait qu'on n'est pas souvent victime d'agression ou bien de vol. Mais par contre ça peut arriver. Si quelqu'un sort de nulle part, il arrive dans ce quartier et bon, c'est pas... Malgré le dispositif sécuritaire mis en place, les indélicats trouvent toujours un moyen d'opérer. Déjà plusieurs fois, j'ai poursuivi des petits et j'ai interpellé plusieurs petits qui revenaient de la plage du lycée Léon-Bas. Et au niveau de 19h à 20h, lorsqu'il y a des dames qui rentrent par notre couloir ici, des petits arrivent pour leur arracher des sacs. Donc nous ne sommes pas en sécurité ici. Face à la gravité de la situation, la question de sécurité des Gabonais devrait occuper une place de choix dans le projet de société des futurs candidats à l'élection présidentielle de 2023. L'alimentation des Gabonais est loin d'être saine au regard de la qualité des aliments consommés au quotidien. Une situation qui doit interpeller les autorités quant à l'urgence du financement des produits locaux bio. Le constat avec Alexandre Ombaondo. L'alimentation des Gabonais est-elle saine? Cette question vaut son pesant d'or au regard du mode de consommation local. Pour l'expert, il y a urgence d'agir là et maintenant. Au Gabon, nous ne consommons pas naturel. Parce que si nous consommons naturel, tout le monde serait ne serait-ce que bien en santé. Mais je veux dire que le problème, c'est la dépendance de tout ce qui nous revient de l'autre côté. Vous voyez, parce que si nous sommes locaux, c'est-à-dire les mesures locales, parce que nos mesures locales sont là pour apporter les vertus. Parce que la santé a besoin des vertus. Qu'est-ce que j'entends par vertu? C'est-à-dire que quand on plante de manière naturelle, vous voyez, on gagne les vertus. Mais est-ce que nous consommons ce qu'on plante de manière naturelle? Non. D'où vous voyez le problème de tous les problèmes de maladie. Selon le fruticulteur, la mise en valeur du Made in Gabon bio serait un apport considérable pour l'économie locale. C'est M. Ali Bongo qui m'a boosté même ce que je suis en train de faire là. Parce que le fait d'avoir amené son projet d'égalité de chance, vous voyez, son projet d'égalité de chance, moi, m'a fait réveiller ce que vous êtes en train de voir que je réalise là. Donc, c'est juste une question seulement de ramène à la conscience. Parce que le chef de l'État se connaît très bien que l'économie d'une nation ne passe que par les acteurs, surtout de ce domaine agricole. Ce lauréat du dernier concours de l'entrepreneuriat au Gabon, malgré sa bonne volonté de participer au développement du pays à travers la consommation bio, fait face à d'énormes difficultés. Ici dans ma banque, vous voyez, parce que pour la question de formation, je forme les autres Gabonais. Comment pensez-vous que je vais développer avec un matériel défaillant comme ça? Parce qu'ici, je suis même dans la complication des problèmes de vol. Parce que mon lieu n'est pas sécurisé. Donc vous voyez, j'ai d'abord ce problème d'envie d'abord d'aider les autres dans ma question parce que j'ai une connaissance qui n'est pas répertoriée. Moi, je n'ai pas été à l'école. Donc ce que Dieu me montre de manière à bien réaliser, moi j'ai besoin de le faire montrer aux autres Gabonais. Mais regardez ce que je fais ici, regardez le matériel. Faut-il le rappeler, le Gabon importe 450 milliards de francs CFA de produits surgelés, pour ne pas dire non bio, par année. Soutenir cette fine fleur agricole ne pourrait-il pas être une part de la solution? Bientôt, un nouveau site sera aménagé pour accueillir les ordures ménagères de la capitale gabonaise. Nkonton, situé à quelques dizaines de kilomètres de Libreville, est le nouveau site choisi. Une décision prise par les autorités gabonaises il y a quelques mois. Mais quelles sont les conditions du choix d'un site devant abriter une décharge? Tentative de réponse dans ce reportage signé Ruth Matanga. Le choix d'un site devant abriter une décharge n'est pas fortuit. Il est l'objet préalable d'une étude d'impact environnemental et répond à un certain nombre de critères. La présence des cours d'eau. Donc il faut qu'on ait une certaine distance entre le site choisi et les cours d'eau. Parce que les polluants peuvent facilement nitrer dans de l'eau. Donc c'est pas le principe de précaution. On a les études géotechniques qui doivent répondre effectivement
à l'installation des décharges qu'on va construire. En plus des points, il y a également Dépendent de la perméabilité du sol, parce qu'il faudrait que le sol soit imperméable, c'est-à-dire avoir des conditions qui ne laissent pas facilement passer l'eau et tout ce que ça contient, c'est un sol argileux. On a la distance des habitations par rapport aux habitations. Donc, il faut que les habitations soient éloignées du site. Surtout là où on prélève de l'eau, les lieux de captage, là où on prélève de l'eau pour la consommation. Donc là on prélève de l'eau potable, il faut ici, il faut quand même être une distance de moins de 2 km pour les lieux de captage d'eau. La question de la lutte contre l'insalubrité au Gabon est une priorité pour le gouvernement, qui ne cesse d'initier plusieurs projets afin de pallier à ce problème d'hygiène publique. On peut relever, entre autres, le concours de l'arrondissement le plus propre, initié par le chef de l'État. La signature en mars dernier d'un protocole d'accord entre l'État gabonais et le gouvernement français. De la construction d'une usine de traitement d'ordures ménagères lors du One Forest Summit, qui s'est déroulé en mars dernier. Le barreau du Gabon, toujours en attente de la suite de la procédure après annulation de la dernière élection. À ce sujet, Maître Ange Kevin Dingou s'est exprimé au micro d'Aïcha Akoué. Écoutons. Déjà 3 semaines depuis l'annulation de la dernière élection du bâtonnier par le Conseil d'État. Nous avons reçu dans nos locaux Maître Ange Kevin Dingou pour comprendre à quel moment dit-on qu'il y a vacance du poste du bâtonnier. On peut parfaitement affirmer qu'il y a vacances au barreau du Gabon parce que la décision du Conseil d'État qui annule les élections à la fois du bâtonnier, et c'est inédit, et du Conseil de l'ordre, rend ses fonctions vacantes. La vacance, contrairement à ce qu'on a pu lire dans l'Union, la vacance, ce n'est pas les causes de la vacance ne sont pas prévues par la loi. La loi n'entretient que les conséquences de la vacance. La vacance signifie que le poste ou la fonction n'est pas pourvue. Les raisons pour lesquelles la fonction n'est pas pourvue ne sont pas entourées par la loi parce qu'elles sont multiples. On ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc la loi ne donne pas les éléments qui entraînent à la vacance. En revanche, elle établit le fait que dès que la vacance est constatée, quelle est la procédure à suivre, quels sont les acteurs qui rentrent en jeu. Le rôle de la ministre chargée de la Justice est simplement de constater la vacance pour que la procédure suive son cours. Soit le Conseil de l'ordre, en l'occurrence, il ne pouvait pas le faire dans la mesure où il a été annulé, il ne restait que le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'avait pas besoin qu'on la saisisse pour lui expliquer que le poste est devenu vacant. La décision qui lui a été transmise, puisque dans le dispositif de la décision du Conseil d'État, il est établi qu'elle reçoit une copie. En lisant cette décision, elle devrait constater la base de disposition de l'article 59 de la loi sur la profession d'avocat, qui dit que c'est le bâtonnier sortant qui organise les élections. En l'occurrence, l'annulation a pour effet de nous mettre dans la position dans laquelle on était avant l'élection. Donc, en l'occurrence, le bâtonnier sortant est Maître Luben Toutoum. Sans bâtonnier et son conseil de l'ordre en place, il n'y a aucun organe qui peut convoquer les avocats. La loi ne prévoit pas les causes de la vacance, mais seulement la conséquence si lieu, a précisé Maître Zigou. Conférencière à la Chambre de commerce de Libreville, le débat était axé sur la création d'une zone économique spéciale dans le Wellington. Au-delà de l'annonce, la rédaction de TV+ revient sur les perspectives. Regardons. C'est possible. Le professeur Gabriel Zomoyebe a présenté en présence du ministre de l'Agriculture Charles Mvemba le projet intitulé « Enjeux et perspectives de développement durable de Bitam dans la zone des 3 frontières Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale ». Signé en février dernier par le président de la République Ali Bongo Ondimba, le décret visant à faire de Bitam une zone économique spéciale suit son cours. Entre autres, les enjeux reposent sur le choix de produits à vendre pour entrer dans les chaînes de valeur mondiales
en commençant par une plus grande implication dans les échanges sud-sud. Et maintenant que le président a signé le décret, à nous tous nous réunir, chercher une stratégie pour qu'on puisse nous aussi bénéficier des externalités positives de ce projet. L'agriculture est le domaine phare de ce projet. Avec des avantages comparatifs dans les matières premières, la zone économique spéciale de Bitam a tous les atouts pour prospérer. Il faut déjà savoir que Bitam avait cette position stratégique par rapport aux autres pays aux villes limitrophes. Bitam, c'est d'abord un grand carrefour. Bitam, c'est des cultivateurs, des gens qui connaissent l'agriculture. Bitam, c'est aussi une jeunesse dynamique, parce que lorsque vous regardez d'ailleurs les taux de chômage au Gabon, vous allez remarquer que les taux de chômage sont plus faibles dans cette région. Cela fait 60 ans que Bitam a été érigé en commune de plein exercice. La ville se trouve à l'intersection des routes menant vers les 3 pays, Gabon, Cameroun et Guinée équatoriale, et représente aujourd'hui une commune attrayante pour les investisseurs. Nous restons à la Chambre de commerce de Libreville. La conférence inaugurale présentée par le professeur Gabriel Zomo Yembe, agrégé en sciences économiques, pour présenter le projet de la zone économique spéciale de Bitam. Les détails, les enjeux et perspectives avec Aïcha Akoué. C'est tout un processus pour donner corps et forme au projet. Il faudrait suivre un certain nombre d'étapes pour amorcer la mise en œuvre de l'établissement de cette zone économique spéciale des 3 frontières. Je pense qu'il va falloir créer un comité qui va véritablement réfléchir. Il faut aller vite, parce que les autres, eux, sont allés vite. C'est comme une course de vitesse. Et il faudrait que nous sommes déjà en retard, mais nous pouvons rattraper le retard des autres. Il nous faut un comité d'organisation, il faut mettre en place un certain nombre d'organismes pour qu'on puisse véritablement, nous aussi, commencer à prospecter au niveau international, attirer les investisseurs directs étrangers, former nos gens et discuter avec les Camerounais, les Équatoriens sur un certain nombre de choses. Je pense notamment par exemple au port sec, si on peut le réaliser à Bitam ou à Oyem. Je pense à une douane qu'on doit étoffer, etc. Autre élément indispensable à la réussite de ce projet, la mobilisation de tous pour relever cet immense défi. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Ils ont émis une idée à nous tous d'essayer de nous mettre pour essayer d'avoir une stratégie. Le but du jeu, c'est la stratégie que nous avons utilisée, une stratégie de négociation, une stratégie pour internaliser les bienfaits de la zone économique. Il faut préciser, la zone économique spéciale est une zone où les entreprises seront installées, où les échanges seront favorisés. Les entreprises qui vont s'installer bénéficieront évidemment d'un cadre réglementaire moins lourd et ceci permettra de booster leur industrie. Le reportage était plutôt signé Ruth Matanga. À présent, hors de nos frontières, précisément au Rwanda, continue d'évaluer les dégâts causés par les inondations qui ont fait jusqu'à présent 130 morts. L'une des pires catastrophes de ces dernières années dans ce pays. On regarde ça tout de suite en images. Des pluies torrentielles dans la nuit de mardi à mercredi ont causé des inondations et glissements de terrain dévastateurs dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud du Rwanda. Le nombre de morts est de 130, selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukwaralinga, ajoutant que 5 personnes portées disparues sont toujours recherchées. Par ailleurs, 77 autres sont blessés, dont 36 toujours hospitalisés. Parmi les victimes, Annonciata, qui a perdu un de ses fils. J'ai retrouvé mon enfant enseveli sous des pierres et des briques qui lui sont tombées dessus lors des fortes pluies. Il est mort à l'hôpital. Un autre de mes enfants a aussi été brièvement blessé à la tête. Je prie pour qu'il survive. Le gouvernement a annoncé qu'il accorderait une indemnisation aux familles de victimes de 100 000 francs rwandais, 80 € par parent mort dans la catastrophe. Breaking Continental Championship Afrique se tient à Rabat, une compétition organisée sous l'égide de la World Dance Sport Fédération qui oppose des danseurs et danseuses venus de toute l'Afrique en vue de leur participation
aux Jeux olympiques Paris 2023. Le reportage est signé Modeste Bazangoy. L'excitation des meilleurs break-dancers d'Afrique se battent pour le titre de champion d'Afrique breaking. Acrobatie spectaculaire, chorégraphie, synchronisation, bienvenue dans l'univers du breakdance. Venus des différents pays d'Afrique, les participants de cette compétition dévoilent leur savoir-faire, évalués par un jury professionnel et déterminé à élire des vainqueurs. C'est sûr, parce que déjà se rencontrer avec les danseurs de différents pays, c'est déjà quelque chose de bon. Parce qu'il y a l'Angola, il y a le Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, la Nigeria, le Nigeria. Voilà, on se retrouve ici, nous sommes unis. Ça nous permet aussi de se connaître entre danseurs et ça crée du sens l'union entre nous pour la communauté. Donc pour moi, c'est du kiff, ça fait un plaisir vraiment d'être ici. Oui, là c'est la première organisation au niveau du continent africain. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir avoir un cadre pour participer à ce genre d'événement. Moi personnellement, j'ai déjà pu participer, eu la chance de participer dans d'autres événements internationaux, dans d'autres événements nationaux, parce que je suis aussi en France. Donc c'est vrai que ça s'est développé et j'essaye aussi de développer la partie Afrique dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Au programme de cette compétition, la condition physique et technique. Discipline exigeante, le breakdance nécessite des qualités athlétiques remarquables. À l'issue de ces différents battles, une finale se prépare. On a fait les qualifs, après on va choisir 16 b-boys, après on va faire le round robin. Après le round robin, on va choisir les juges, on va choisir 8. Et demain, ça sera le battle de ouf, quoi. Le top 8, après le quart final. Non, c'est le top 8, après le quart final, après le final. En 2024, le breakdance va intégrer les Jeux olympiques de Paris. Une belle opportunité pour ces sportifs de hisser haut les couleurs de leur nation. Le rap a désormais sa cérémonie et les flammes. La première édition de ce rendez-vous a eu lieu cette semaine au Châtelet à Paris et a notamment sacré les rappeurs Tiakola et Gazo et la chanteuse Aya Nakumura. Roland Djakou revient sur les moments inédits du tapis rouge. Le théâtre du Châtelet à Paris a accueilli la toute première édition de Flammes, la cérémonie qui vise à récompenser, célébrer et repositionner les cultures populaires dans le monde de la musique. Deux générations du rap et des autres mouvements urbains se sont retrouvées sur le tapis rouge, digne d'un événement américain. Jackie Brown, Orelsin, Stormy Bugsy, Gazo, Shay, Dadju, Passy l'Altesse au double S, ils étaient tous présents. C'est quand même une victoire, on en parlait, il y a eu plein de projets comme ça, les awards de la musique urbaine. Le fait que ça se passe ici au Théâtre du Châtelet, dans une belle scène comme ça, tapis rouge, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Ça fait super plaisir, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'avoir été nominée. Je souhaite de la force à tous les participants et merci de m'avoir invité. Né d'une initiative entre Yard et Boscapé, des médias traitant du rap et de la culture urbaine en général, cet événement tant attendu peut commémorer des styles musicaux et des chanteurs et chanteuses qui ne sont pas assez représentés dans les cérémonies les plus célèbres. En France, Orelsan, Angèle ou encore Stromae sont souvent récompensés, mais ils n'incarnent pas la diversité des artistes. Au regard du top 50 de Spotify, on constate que le rap et d'autres styles en vogue s'emparent de la quasi-totalité du classement. Ils ont monté quelque chose, ça fait longtemps que les artistes se plaignent, ça fait longtemps que les artistes ont besoin de ça. Ils ont réussi, ouais, il le fallait, c'était important. Et ils ont réussi à le faire, surtout pour la communauté, pour la musique urbaine, la culture urbaine. Ça et tout. Avec rien, avec des bouts de ficelle, voilà, c'est ça le hip-hop. Faire des grandes choses avec des bouts de ficelle et être respecté par les pairs et respecté aussi par tous ceux qui n'ont pas cru et qui voient que tout est possible. Ce rendez-vous qui est appelé à durer vient donner une bouffée d'oxygène à cette musique parfois marginalisée et considérée comme minoritaire. Un défi qui a pourtant traversé les âges. Pas un ouf de soulagement, mais c'est un ouf de... Putain, on y est, on a réussi à faire notre cérémonie, tu vois tous les gens autour,
puisque ça mobilise, les gens regardent, les artistes sont là. À partir du moment où ta musique traverse les frontières, est écoutée dans le pays, tu arrives à vivre un minimum de ta musique, les gens vibrent à travers ta musique, tu as déjà gagné. Depuis les années 80, début des années 80, on a travaillé pour cette culture et j'espère qu'il y en aura, ça continuera à vivre, que ça soit une institution, les flammes. Dans les 21 catégories prévues, le rappeur Tiakola, le plus nommé de la cérémonie, est reparti avec 3 flammes. Mais c'est Gazo, qui lui aussi était nommé plusieurs fois, qui a remporté 2 des trophées les plus prestigieux, celui de l'artiste masculin de l'année et celui de l'album de l'année. Aya Nakamura, quant à elle, s'en va avec le prix de l'artiste féminine de l'année. Sport à présent, les dirigeants des clubs de boxe se sont réunis il y a quelques jours pour discuter de l'éviction du président de la Ligue de boxe de l'Estuaire. La rencontre a eu lieu au siège de la Direction générale des sports. Regardons. Il y a quelques jours, la Direction provinciale de la jeunesse des sports de l'Estuaire a abrité une rencontre extraordinaire des responsables des clubs de boxe de la Ligue de l'Estuaire qui, au cours des travaux, ont débouté le bureau directeur dirigé par Pamphile Mabika qui, selon eux, assurait l'intérim de M. Olivier Moussavou, promu en avril 2021, président de la Fédération gabonaise de boxe. Les clubs, par l'entremise de leur porte-parole et président du collectif, reprochent à leur président sa démarche cavalière dans la gestion des dossiers sensibles de l'institution. Pour sa part, la direction provinciale a conseillé au club de respecter la procédure en la matière, c'est-à-dire tenir compte des dispositions légales en matière de destitution d'un bureau directeur par l'Assemblée générale qui reste tout de même souveraine en ce qui est des associations en République gabonaise. Le collectif des clubs présent il y a quelques jours au siège de la direction provinciale a largement dépassé les 2/3 des membres composant l'Assemblée générale de la Ligue de boxe de l'Estuaire, comme le recommandent les articles 27 et 31 de l'arrêté 983 du 8 octobre 2001 portant statut type. En la matière, la direction provinciale de l'Estuaire intervient selon les prérogatives qui lui sont conférées par le décret 255 portant mission, attribution et fonctionnement du ministère de la Jeunesse et des Sports au chapitre des directions provinciales. L'Assemblée générale extraordinaire devant élire le nouveau bureau se tiendra donc conformément aux dispositions légales. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. Au revoir.